m'appelle Baali Mustafa. Donc, dans sa séance, on va présenter la résistance des matériaux qui est destinée au premier STM, unité conception. Alors, la résistance des matériaux qu'on va noter par RDM, donc à quoi ça sert? Alors, la résistance des matériaux RDM permet de définir les formes, les dimensions et les matériaux des pièces mécaniques de façon à maîtriser leur résistance, leur déformation, tout en optimisant leur coût. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, on va voir ici un exemple. Je commence par un exemple. Donc là, on voit un pont qui a été vérifié en résistance des matériaux pour assurer sa résistance sous son propre poids. Donc là, le poids, on ne peut pas le négliger, et celui des véhicules, en assurant sa résistance en cas de forte tempête. Sinon, on aura la catastrophe, okay? La destruction avec tout ce qui est en dommages matériels, donc, etc. Alors, dans le domaine mécanique, donc je prends ici un exemple d'un pignon qui est monté sur un arbre par une liaison, donc par cannelure. Donc, bien sûr, même ici, donc, toujours, on doit faire l'RDM pour bien dimensionner, choisir le matériau et bien, bien dimensionner les pièces. Sinon, j'aurai l'usure et la rupture ou bien la rupture de la pièce. Alors, donc pour résumer, donc l'RDM s'intéresse aux efforts, aux matériaux, aux formes et aux dimensions. Donc 4 éléments qui sont très intéressants au niveau de la RDM. Alors, en quoi ça consiste? Alors, ça consiste à commencer par la détermination des actions mécaniques par l'étude statique. Donc là, on a dans l'entrée, donc on a en général un mécanisme, soit qu'on a déjà le mécanisme qu'on va redimensionner, ou bien un mécanisme qu'on va concevoir. Alors, on doit faire l'étude statique ou bien l'étude dynamique pour déterminer les actions mécaniques. Et à partir de ces actions mécaniques-là, on va passer à la RDM pour déterminer, connaissant les caractéristiques des matériaux, surtout la résistance, pour déterminer les contraintes et les déformations. Ça, on peut le faire analytiquement, ça veut dire par calcul manuel, ou bien on peut le faire par des programmes informatiques qui sont avancés. Alors, avec quelle hypothèse? Alors, le réel, on ne peut pas l'étudier. En général, on ne peut pas étudier le réel. Pour cela, on doit faire des simplifications afin d'avoir des résultats qui sont proches de la réalité et significatifs. Alors, on va faire des hypothèses sur les matériaux. Donc, première hypothèse, c'est ce qu'on appelle les isotropes. Donc, on suppose que les matériaux sont, bien les pièces, sont isotropes. Ça veut dire qu'on admet que les matériaux ont un même point, les mêmes propriétés mécaniques dans toutes les directions. Comme contre-exemple, si on prend le cas de bois, alors le bois, si on le tire dans la direction transversale, il aurait donc des effets différents que si on le tire dans les directions longitudinales. Alors, homogène, on admet que les matériaux ont les mêmes caractéristiques, ça veut dire les compositions en chaque point, ce qui n'est pas réel. Donc, la réalité, ce n'est pas ça, mais on considère ces hypothèses-là. La troisième, c'est la continuité. On admet que les matériaux n'ont pas de fissures et pas de creux à l'intérieur. Ça veut dire pas de défaut. Donc, on considère des matériaux qui sont idéaux. Alors, hypothèse sur les formes, on va travailler juste avec les poutres. C'est ce qu'on ne trouve pas en général dans les cas réels. En général, on a des pièces avec des changements de section, des rainures, des gorges et ainsi de suite. Mais là, on va étudier que les poutres. Alors, la poutre, ce n'est qu'une pièce avec une section qui est constante le long de la longueur de la pièce, ou bien avec une variation, donc une variation continue. Donc, on ne doit pas avoir une variation brusque. Donc, on parle d'une poutre. Alors, les sections qu'on va traiter, avec lesquelles on va travailler, surtout les sections circulaires creuses, prismatiques ou bien prismatiques creuses, ou bien donc IPN. Donc, toutes ces formes sont maîtrisables au niveau de l'ARDM. Alors, le but ici de l'ARDM, c'est de traiter, de savoir
qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la pièce? Alors pour cela, on aura besoin de calculer ce qu'on appelle le torseur de cohésion. Torseur de cohésion, ça veut dire les efforts internes de la pièce. Ce qu'on voit dans une pièce et ce qu'on peut calculer, ce sont les efforts extérieurs. Mais ce qui arrive à l'intérieur de la pièce, on doit savoir aussi le calculer. Donc c'est pour cela qu'on a utilisé ce qu'on appelle le torseur de cohésion. Alors pour cela, on va supposer qu'on a fait une coupe imaginaire ou bien fictive à un certain endroit de la pièce, par exemple le point G. Comme ça, on aura deux parties de la pièce, 1 et 2. Alors cet ensemble-là, il est en équilibre. Et de même, la partie 1, il sera en équilibre. Alors comme ça, il sera soumise aux forces F1 et F3, par exemple, dans ce cas-là. Et à la force, ou bien le torseur de cohésion, les efforts intérieurs, qui sont représentés par une résultante et par un moment. Donc ce torseur de cohésion, ou bien cet effort intérieur, ce n'est que l'action de la partie gauche sur la partie droite. Et de même ici, on trouve l'action de la partie droite, ou bien la partie gauche sur la partie gauche sur la partie droite. Et comme ça, on aura l'équilibre. Sinon, si on n'a pas ce torseur-là, ou bien ces efforts internes, donc bien sûr, on aura la rupture de la pièce. Donc c'est d'où vient le terme cohésion. C'est pour assurer la cohésion entre les parties de pièces. Alors on va noter le torseur de cohésion par la résultante et par le moment au point G. Donc ce point G là, il est variable, donc on va changer sa position. C'est ce qu'on va voir dans les applications. Alors on va essayer de voir comment on va calculer ce torseur de cohésion si en utilisant l'équilibre statique. Alors on va isoler la partie par exemple gauche. Alors cette partie-là, elle est en équilibre sous l'action de torseur de cohésion et des efforts qui sont extérieurs, ça veut dire F1 et F3. Donc la somme des deux est égale à 0. Si j'isole par exemple avec la partie, donc le torseur extérieur, ce n'est que la force F1 et F3. Et on peut déduire après calcul, donc il y a tout un calcul qui se fait, on peut déduire, donc ce qu'on doit retenir, c'est que le torseur de cohésion au point G, ce n'est que moins la somme des actions, des torseurs des actions mécaniques qui s'exercent à gauche. Par exemple, dans notre cas là, le torseur de cohésion est égal à le torseur de F1 moins le torseur de F1 moins le torseur de F3. Ou bien, on peut mettre plus la somme, ça veut dire la somme des torseurs qui s'exercent à droite de la poutre. Et le torseur, dans le cas général, il s'exprime sous forme de trois composantes de résultantes et trois composantes de moments. C'est N, TY, TZ, MT, MFY, MFZ. Alors si je prends par exemple N, alors selon cette configuration, on a l'axe X, il est là, c'est selon l'axe de la poutre, Y il est vertical et Z il est sortant. Alors N ici, on l'a nommé N puisque c'est une force qui est normale. Normale, ça veut dire perpendiculaire à la section. Donc il est perpendiculaire à la section, là c'est N. Alors TY, il est tangentiel, suivant Y, et TZ, il est tangentiel aussi. Alors MT, c'est un moment qui va nous donner la torsion. Il est suivant X, si j'applique ici un moment, on aura la torsion. De même MFY, ça donnera une flexion suivant Y. Et MFZ, c'est une flexion suivant Z. Donc là, on a la notation de chaque élément. En général, ce que je dois noter ici, c'est que TY, ça va engendrer MFZ, et TZ, ça va engendrer MFY. Alors là, on va voir l'identification de la nature des sollicitations. Selon la forme de torseur de cohésion, on peut identifier donc la nature de sollicitation. Là, je commence par les sollicitations simples. Alors là, si j'ai le torseur de cohésion qui a la forme de N00, 000, ça veut dire qu'on n'a que le N qui est différent de 0. On aura soit la traction ou bien la compression. Alors si N est positif, on aura la traction. Et si N est négatif, on aura la compression. Le deuxième cas, c'est le cas où on a TY ou bien TZ qui est différent de 0. Ça donnera ce qu'on appelle le cisaillement. Et le troisième, c'est le cas où on a MT, il est différent de 0. Dans ce cas-là, on aura la torsion. Et si vous avez MFY ou bien MFZ différent de 0, on aura la flexion pure.
Alors, deuxième tableau, ou bien la deuxième partie du tableau, ça représente les sollicitations composées. Ça veut dire si vous avez TZ, MFY ou bien TY, MFZ, on aura ce qu'on appelle la flexion plane simple. Et si vous avez N et TZ, MFY, on aura donc N, ça donnera la traction ou bien la compression, et TZ, MFY, ça donnera la flexion. De même pour le troisième, donc lorsqu'on a MT, MFY et TZ, on aura la flexion et la torsion. Et le dernier, c'est lorsqu'on a N, MFZ, ça donnera ce qu'on appelle le flambage. Alors pour cette dernière-là, c'est le cas, vous voyez, c'est comme le cas de la traction ou bien la compression, c'est comme le cas de la compression, mais ce phénomène-là, donc ça engendre MFZ, c'est lorsqu'on a donc une poutre qui est très longue, donc avec une épaisseur qui est faible. Notion de contrainte, alors les efforts, ça entraîne ce qu'on appelle les contraintes, puisque la force s'exerce sur une surface, automatiquement ça va engendrer donc une pression. Alors cette pression-là, on va la nommer Flair-DM, la contrainte. Donc là, la contrainte, alors selon la forme de la contrainte, s'il est normal, suivant la normale, donc on va la nommer sigma, et s'il est tangentiel, on va la nommer tau. Alors sigma, c'est N sur S, c'est une force sur la section, une force sur la section. Donc ça, on va l'appeler donc la contrainte normale, et tau, c'est la contrainte tangentielle. Donc l'unité de la contrainte, c'est newton par mètre carré, ça veut dire le pascal, ou bien le newton par millimètre carré, c'est ce qu'on appelle le mégapascal, qui est égal à 10 à la puissance 6 newton par mètre carré. Alors tout ça, on peut le faire aussi par simulation par logiciel. Donc ça, c'est un exemple de simulation. Vous avez une poutre, une pièce donc, qui est soumise à des charges, et par logiciel, on peut avoir le résultat de ce qu'on appelle les contraintes. Alors on va passer maintenant à l'application. Là, j'ai une poutre AB, donc on appuie donc, en A et B, qui est soumise à une charge P égale à 100 newtons, qui est appliquée donc, au centre de la poutre. Vous avez les dimensions. Alors le but, c'est de répondre à ces questions. Donc identifier les liaisons présentes sur la poutre, mettre en place le repère général, déterminer les efforts transmis par les liaisons, déterminer le nombre de tronçons nécessaires à l'étude de la poutre en RDM. C'est surtout pour faire le torseur de cohésion, mettre en place les coupures, tout ça c'est pour la torseur de cohésion, et les repères associés à chaque coupure, déterminer le torseur de cohésion, c'est ça, là on prépare pour le torseur de cohésion, et vers la fin, tracer les diagrammes de sollicitation. Alors, réponse. Alors là, les liaisons qu'on a en A et B, ce sont des liaisons ponctuelles. Alors, par un calcul de principe fondamental de la statique, donc je peux déduire les charges en A et B, puisqu'on a la charge P égale à 100 newtons qui est soumise au milieu, donc on aura la moitié en A et la moitié en B. Donc j'aurai P sur 2 en A et B. Alors comme ça, donc, je peux passer l'étude de torseur de cohésion. Et là, je dois mettre une remarque, c'est que à chaque étude RDM, je dois passer par l'étude statique pour déterminer les actions avant de passer le torseur de cohésion. Alors là, je connais la force en B et la force en A, et je connais la charge P qui est au milieu. Comme ça, je peux déduire ici qu'on a deux tronçons à étudier, donc AC, c'est ça, le point C, et le tronçon CB. Et comme ça, je peux faire ma section au point G à une distance x1 et le point G2 à une distance x2. De là à là, c'est x2. Donc le tronçon AC, donc là, dans le tronçon AC, on a x qui varie entre 0 et 2,5 mètres. Et je peux mettre ici le torseur de cohésion qui est égal à moins ce qui est à gauche. Alors ce qui est à gauche, on a l'action de A. L'action de A, c'est une action ponctuelle qui va vers le haut. Donc si on écrit le torseur du point A au point G, au point G1, ça veut dire de là. Donc on aura cette forme-là, c'est moins G1A, vectoriel A, et comme ça on aura la forme de torseur. La deuxième tronçon, de même,
je peux travailler ici soit par moins ce qui est à gauche ou bien plus ce qui est à droite. Le plus simple, c'est de travailler avec ce qui est à droite, puisqu'on a ici une seule force, un seul torseur, c'est le torseur de point au point B. On va le transformer aussi vers le point G2, comme ça on aura cette expression. Ce qui reste ici, c'est de représenter, c'est de tracer ces courbes relatives à YA, donc, YA, YB, le moment. Alors on peut remarquer aussi que là on a le TY égale à moins YA, et là c'est MFZ qui est égal à X1 fois YA. Et là c'est TY aussi, et là c'est MFZ. Si on trace, alors on aura ce traçage-là. Par exemple, pour TY, alors là, de A jusqu'à C, on a TY qui est égal à moins YA. C'est pour cela qu'on a mis ici moins 50. Donc, c'est une droite horizontale, puisqu'on a ici la fonction f égale à moins 50. F de x égale à moins 50. Pour la deuxième partie, c'est la partie CB. Donc, CB, on aura donc TY égale à YB. Donc, c'est égal à 50, c'est une droite horizontale. Alors, de même pour MFZ, on a pour la partie AC, donc on a MFZ égale à X1 fois YA. Donc là, c'est une droite horizontale, une droite inclinée. Alors, pour tracer la droite, il suffit d'avoir deux points. Les points qu'on va utiliser, c'est le point x égale à 0. Je remplace ici x égale à 0. Donc, j'aurai 0. Et là, je remplace par x égale à 2,5 et j'aurai 2,5 fois 50. Donc, comme ça, on aura 125, donc la valeur maximale. Alors, si je veux tracer la deuxième, la même chose. Donc, 50 facteur 5 moins x, il suffit d'avoir deux points. Donc, le point 2,5 et le point 5. Alors, pour le point 2,5, on aura 50 fois 2,5. Ça donnera la même valeur, c'est 125. Ça va assurer la continuité. Et si je prends ici x égale à 5, j'aurai 0. Comme ça, on aura ici le traçage des courbes MFZ. Ces courbes-là, ils vont servir surtout pour trouver le point dangereux. Ça veut dire là, on aura les efforts qui sont maximales. Alors, je peux voir ici que le point C, ça présente des valeurs maximales. Donc, s'il y aura la rupture, automatiquement, on aura la rupture au point C de la poutre. Alors là, je passe à un exercice. Alors, le schéma représenté ici, donc ça représente un arbre de réducteur. C'est un réducteur qui est composé par des pignons, le premier pignon et le deuxième pignon, et qui est guidé par deux roulements que j'ai représentés ici par la liaison rotule et par la liaison linéaire annulaire. Donc, ils sont exercés au point A et D. On a les distances A, B, C, on a les rayons des pignons et des deux pignons, R1 et R2, et on a aussi le torseur au point, ça veut dire au niveau des dentures, on a RBTB et on a RCTC. Puisqu'on parle ici des dentures d'engrenage, bien sûr, il y a une relation entre RC et TC et RB et TC. C'est ce qu'on vous donne ici. Donc, on a R égale à tangente, égale à T fois tangente alpha. Avec alpha, c'est une caractéristique de la denture. En général, c'est égal à 20 degrés. Alors, ce qu'on doit chercher ici par l'étude statique, c'est de déterminer les actions dans la liaison A et dans la liaison D. On vous donne ici le torseur, la forme de torseur au point A et la forme de torseur au point D. Donc, les inconnus ici, c'est XA, YA, ZA, YD, ZD, et bien sûr, on aura ici des inconnus aussi. Alors, on vous donne ici TB, donc TB, alpha égale à 20, et les distances. Donc, il suffit de faire le principe fondamental de la statique pour trouver les inconnus. C'est ce qu'on va faire ici. Alors on a, donc là, on donne les torseurs de chaque liaison. C'est juste pour rappeler. Alors, on isole l'ensemble arbre plus pignon. Donc là, le bilan des actions mécaniques extérieures, on a le torseur au point A, le torseur au point B, le torseur au point C, le torseur au point D. Je fais la somme des torseurs égale à 0. Je vais les exprimer normalement au même point. Donc, je choisis par exemple le point A. Et on aura les équations. Donc, les torseurs au même point, c'est le point A. Donc là, on doit faire tout un calcul pour trouver les moments, surtout pour trouver le moment,
puisque la résultante, ça ne change pas au niveau du changement de point. Je fais le principe fondamental de la statique pour avoir les équations statiques. Cette équation pour cet inconnu. Donc c'est résolvable, donc on aura les résultats suivants. Alors pour l'étape suivante, c'est la recherche des torseurs de cohésion. Alors là, je dois revenir un petit peu en arrière, donc jusqu'à là. Alors, et là, je vous donne que des indications pour faire ce travail. Alors là, on a donc le torseur en A, on le connaît, le torseur en C, on le connaît, le torseur en D, on le connaît, et le torseur en B, on le connaît. Donc, je peux voir ici qu'on a trois zones. La première zone, de A jusqu'à C, la deuxième zone de C jusqu'à D, et la troisième zone de D jusqu'à B. Alors, comme ça, on aura, donc dans la première zone, on a X qui va varier de 0 jusqu'à A. La deuxième zone, on aura X qui va varier de A vers A plus B, ça veut dire de là jusqu'à là. Et la troisième zone, on aura X, quelque part ici, donc qui va varier de A plus B jusqu'à A plus B plus C, ça veut dire ce point. Alors bon courage pour faire la suite et au prochain chapitre, Inch'Allah. Au revoir.